Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse de m'entretenir avec Julien Lion, coureur professionnel et fondateur de l'association Simba for Kids. Bonjour Julien, merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Bonjour Virginie, merci à toi pour l'invitation. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter ? Oui, volontiers. Alors, je suis Julien Lion, un Genevois d'origine. J'ai vécu à Genève jusqu'à mes 25-26 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite, maintenant, je suis désormais installé à Eldoret, au Kenya. Moi, j'ai toujours suivi mes rêves, en fait. Et puis, c'est ça qui m'a porté jusqu'au Kenya. Je suis arrivé ici en 2017 comme coureur professionnel. Puis maintenant, j'y vis. Je me suis marié en décembre 2019, il y a 6 mois, avec Lavina, mon épouse kenyane. Et voilà, on a fondé une association qui s'appelle Simba for Kids. On dirige cette association qui a pour mission de rendre la vie des enfants de la région un peu meilleure et surtout de leur donner accès à l'éducation et la possibilité de poursuivre leurs rêves. Et puis en parallèle, je coach quelques coureurs amateurs et on organise aussi des stages au Kenya, des stages running, vacances running. On va y revenir un petit peu plus dans le détail au fil de cette interview. Mais peut-être pour commencer, je voulais parler un petit peu de ta vie de sportif professionnel, que tu nous racontes comment est-ce que concrètement tu es devenu coureur d'élite, coureur de haut niveau, et puis quelles ont été peut-être tes grandes étapes, tes victoires, tes succès dans la course à pied. Moi, j'ai toujours adoré courir. Depuis mon enfance, j'adore ça. J'adore surtout les efforts longs, en fait. Donc, à l'école, j'étais toujours le premier de la classe. Et puis, plus la course était longue, plus j'avais du plaisir. Et puis, en fait, voilà, petit à petit, après, j'ai fait le cursus scolaire normal. Après, j'ai fait l'université. Et j'ai toujours couru, en fait. Enfin, j'ai toujours couru, oui et non. J'ai commencé vraiment sérieusement à 16 ans, la course à pied. Avant, je faisais plutôt du tennis et tout ça, mais toujours quelques courses comme la course de l'escalade et puis d'autres petites courses autour de chez moi. Et puis en fait, c'est en 2015 où j'ai rencontré Tesfaye Etisha, qui a été mon coach après pendant quelques années. C'est un marathonien professionnel, enfin un ancien maintenant marathonien professionnel, qui est d'origine éthiopienne, mais qui vit à Genève depuis plus de 20 ans. Et donc c'était un peu un modèle pour moi. Et puis par hasard, je l'ai rencontré parce que je coachais ses filles et on était voisins. Et puis on a commencé à s'entraîner ensemble. Et c'était un moment de ma vie où j'étais un peu perdu ou un peu en transition entre études et travail. Et lui m'a encouragé à m'investir à fond dans la course à pied. Il m'a dit que c'était possible d'en faire son métier. Et puis voilà, il m'a dit qu'il faut vraiment être très assidu, sérieux, discipliné. Et puis qu'après, c'est possible. Et donc voilà, en fait, ça a commencé comme ça, je crois que c'était en 2014 ou 2015. Et puis ensuite, assez rapidement, j'ai eu des bons résultats qui m'ont permis de devenir, on peut dire, professionnel parce que j'ai eu quelques retombées financières. Donc c'est à ce moment-là. Et sinon, les grandes étapes dans la course à pied, je dirais que justement, j'ai commencé à 16 ans, puis 6 mois après avoir commencé à m'entraîner dans un club, j'ai été vice-champion suisse junior de cross. Et ça, c'est un souvenir vraiment encore incroyable aujourd'hui, presque 15 ans plus tard. Et puis, voilà, à ce moment-là aussi, j'ai pris conscience que c'était possible de faire quelque chose dans la course à pied. Et puis ensuite, en 2016, j'ai été champion d'Europe de semi-marathon par équipe avec la Suisse. Et puis, j'ai été 3e du marathon de Zurich. Puis ça, c'est mes plus gros accomplissements, on va dire, pour l'instant. Tu parlais avant de retombées financières et du coup, ça me mène à la question suivante qui était par rapport aux sponsors. Je me demandais si les sponsors venaient à toi de par ta notoriété, justement tes résultats, ou si tu avais dû être proactif et les démarcher un par un. Alors pour les sponsors, pour moi, c'était un peu les deux. Mais il y a quelques équipementiers ou marques qui m'ont proposé des partenariats, des sponsoring.
mais la plupart du temps, c'est quand même moi qui ai dû faire un peu les démarches. C'était pas du tout ce que je préférais faire et je l'ai pas beaucoup fait, mais voilà, j'ai dû le faire un petit peu, d'aller voir, quelques contacts, des entreprises ou des particuliers pour, essayer de trouver un peu des sponsors. Mais ça s'est assez bien passé et puis voilà, j'ai eu un peu de chance aussi et puis en fait, dès le moment aussi où on atteint un certain niveau, en Suisse, il y a des barèmes et puis quand on rentre dans l'équipe suisse, en fait, on a un soutien mensuel fixe qui est, différent en fonction du niveau, mais qui permet d'avoir un minimum en fait pour pas pour vivre, mais pour survivre en Suisse. Jusqu'en 2015, je faisais des remplacements à Florimond, à l'Institut Florimond. J'étais professeur de sport, remplaçant, donc j'avais parfois pas mal d'heures, parfois moins. Puis c'était quelque chose que j'aimais faire, en fait aussi, jusqu'au moment où les entraînements ont commencé à être tellement intenses que, bah, mon coach aussi m'a encouragé à diminuer, puis finalement à arrêter ça à peu près en 2016. J'ai arrêté et puis, donc j'ai eu quelque temps, un emploi à temps partiel et puis après plus du tout, ouais. OK, donc tu es passé à 100 vraiment sur la course à pied. Mmh. Et à quoi ressemble, le quotidien d'un sportif de haut niveau? Tu parlais d'un volume d'entraînement assez important. Comment tu gérais ton quotidien entre compétition et entraînement? Alors ouais, c'est assez intense en fait, ça peut paraître la belle vie comme ça de l'extérieur, puis quand on voit juste les courses et puis les champions qui gagnent, on peut se dire: «Ah, c'est la vie de rêve», mais en fait derrière, il y a quand même énormément de travail, de discipline, donc c'est des entraînements, ben, tous les jours. Moi, les années où j'étais à fond, donc 2015-2016, j'ai fait pratiquement aucun jour de repos dans l'année. Donc il y a pas de week-end, il y a pas de vacances et puis ouais, c'est des entraînements le matin et l'après-midi. En course à pied, on peut pas s'entraîner 8 heures par jour, mais en fait, c'est tellement intense que, on a besoin aussi de beaucoup se reposer. Donc c'est un peu entraînement, repos, soins avec des massages ou le physio et cetera et puis voilà, des siestes. Donc la journée passe finalement assez vite, mais parce qu'on est un peu KO toute la journée, en fait. Et comment ça se passe quand tu partais en compétition, par exemple, à l'étranger? Tu as une équipe autour de toi, à part ton coach, j'imagine? Est-ce qu'il y a voilà, tu as un encadrement particulier ou Pas vraiment, à part pour les compétitions internationales, donc championnat d'Europe ou championnat du monde ou jeux olympiques que j'ai pas fait. Moi, j'ai fait juste des championnats d'Europe. Là, on est avec l'équipe suisse, puis là, il y a des physios qui sont avec nous, puis les dirigeants de l'équipe suisse. Mais sinon, autrement, pas vraiment, en fait. On est assez, livrés à nous-mêmes et puis on a un peu son coach et puis son entourage et soi-même. la vie de sportif professionnel demande beaucoup de sacrifices, tu en as évoqué un ou 2. Et c'était quoi le plus difficile pour toi? Ben, le plus difficile, je pense, dans la vie d'un sportif et puis pour moi, c'était évident, c'est les blessures, en fait. C'est les moments où on commence à avoir des douleurs, hem et puis c'est inévitable, en fait. Je pense que il y a pas un sportif professionnel qui a pas connu des douleurs, voire même, au moins une petite blessure. Et puis c'est ça qui est dur, c'est de s'entraîner avec ces douleurs. Ça prend énormément d'énergie mentale et puis, donc pour moi, ça a été le plus difficile, de courir parce qu'à partir de 2016, en fait, je me suis blessé en été 2016 et puis, à partir de ce moment-là, ouais, les douleurs sont restées jusqu'à 2018 même, puis pendant 2 ans, en fait, j'ai couru tous les jours avec des douleurs et parfois c'était vraiment, très dur, ça m'est arrivé quelquefois de rentrer à la maison après 5-10 minutes avec les larmes aux yeux, j'en avais vraiment marre et puis, un peu découragé, ouais. Et puis ça, c'est le plus dur. Et puis après, il y a aussi le côté social où, ben, du coup, la vie sociale, elle est quand même limitée, parce qu'on est vraiment dans notre bulle et puis à part les autres personnes qui font comme nous, puis en Suisse, c'est très rare, il y en a presque pas qui sont coureurs professionnels. Donc ben, du coup, on peut pas aller, par exemple, boire des verres avec des copains ou sortir avec, des amis, c'est compliqué. Et puis on est un peu incompris aussi en Suisse, c'est quand même assez rare d'être sportif professionnel. Donc je pense que c'est plus sympa quand tu es footballeur ou hockeyeur, puis tu as un peu une équipe avec toi, mais dans les sports individuels, c'est quand même assez difficile parce qu'on est un peu incompris. Je crois qu'il y a personne qui a vraiment accepté l'idée que j'étais, coureur professionnel, quand j'en parlais à Genève, à mes amis ou, aux amis de mes parents ou comme ça. Et est-ce que tu arrivais, à quand même garder du plaisir malgré l'intensité et le volume des entraînements?
Oui, oui, après parfois c'est des super moments justement quand on est en forme, quand on réussit bien les courses et puis même en fait quand on est en forme aux entraînements, des moments hyper grisants en fait. On se sent vraiment pousser des ailes et puis on se sent super bien, quoi. Donc oui, oui, bien sûr, il y a plein de très bons moments aussi. Et justement, un exemple de peut-être ton meilleur souvenir, sur cette période, une compétition ou bien juste un souvenir en particulier? Moi, j'ai adoré la période où justement je vivais, avec mon entraîneur et puis il avait fait venir 5, 6 Éthiopiens et Éthiopiennes en Suisse pendant quelques mois parce que, on i pour qu'ils fassent des compétitions et puis c'était génial à ce moment-là parce qu'on s'entraînait tous en groupe, on se levait le matin et puis on avait cette vie de communauté justement qui était vraiment géniale et puis de partager, tous les entraînements, les repas ensemble, je pense, c'est mon meilleur souvenir. Génial. Donc on a parlé de quotidien intense, on a parlé de sacrifice. Je voulais parler aussi avec toi de mental, puisqu'un mental de sportif de haut niveau, ça ne s'invente pas et je pense pas qu'on est avec, mais ça se construit au fur et à mesure. Comment est-ce que toi, tu as appris à gérer ton mental pendant ta carrière? Est-ce que tu avais des techniques en particulier pour te booster, gérer la pression, motivation et cetera? Pas trop, j'avais très peu j'avais pas un coach mental. J'en ai eu un tout petit moment, mais pas sur le long terme. Donc mais c'est quelque chose que j'ai appris un peu, au fil des années d'expérience de course, et puis aussi en discutant avec, mes différents coachs. Ils m'ont tous enseigné différentes facettes, et puis bon, voilà, le plus important, c'est la confiance en soi. Et puis après d'avoir aussi un bon équilibre de vie parce que, au final, c'est important pour le long terme. Sinon, ben, dès qu'il y a un truc qui va pas, il y a tout qui s'effrite et qui s'effondre assez vite. Donc voilà, mais j'avais pas vraiment de c'est pas un point que j'ai beaucoup travaillé. Pour rebondir justement, je voulais parler un petit peu de ce qui t'était arrivé, courant 2016, c'est-à-dire ta blessure. Pour un sportif, c'est synonyme d'interruption de carrière. Comment tu as géré psychologiquement toute cette période off pour justement ne pas t'effondrer et ne pas trop déprimer? C'est ça qui est un peu difficile quand on a une blessure, c'est que à part si on ça dépend en fait. Ah, si on se casse un os ou qu'on a une fracture ou une déchirure musculaire, ben là, ça effectivement, ça s'arrête direct et puis c'est dur. Mais pour moi, c'est pas exactement ce qui s'est passé parce que ce que j'ai eu, c'est des tendinites un peu chroniques au tendon d'Achille, des 2 côtés et puis du coup, c'est pas que du jour au lendemain tout s'est arrêté, c'est juste que du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir mal et puis, ben, j'ai continué en fait avec cette douleur. On a essayé de la traiter, j'ai fait beaucoup de traitements médicaux, mais sans succès en fait. Et puis, donc voilà, c'est ça qui a été très compliqué, c'est qu'au début, j'ai dû surmonter la douleur. Ensuite, j'ai un peu tout essayé, les traitements possibles et puis finalement ce que j'ai fait, j'avais évoqué l'idée avec, mon médecin puis mon chirurgien, au courant 2017 de faire une opération, mais il disait que c'était trop tôt. Il me conseillait d'essayer encore 2, 3 mois avec des semelles et cetera et donc je me suis dit: «Bon, ben, là, j'ai fait un espèce de all-in». C'est un peu comme au poker quand on a que quelques jetons et ben, on va pas abandonner la partie, on tente sa chance. Puis c'est ce que j'ai fait, en fait, en partant au Kenya. Fin 2017, je suis parti au Kenya pour essayer de de guérir, on va dire, peut-être en étant dans un autre environnement avec aussi d'autres, soins possibles. Il y a beaucoup de massages, ils font des massages, très, très bons et donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire et puis voilà, ouais. Et est-ce qu'avant ta blessure, tu avais déjà envisagé une autre carrière que la course à pied? Enfin, est-ce que tu avais déjà réfléchi à une transition ou tu étais vraiment, comme tu disais, all in, sur la course à pied? Je pense que j'étais toujours un peu all-in, pour la course à pied, en tout cas dès 2015, à partir du moment où j'ai rencontré, Tesfaye et Tisha et puis qu'on a commencé à s'entraîner ensemble. Mais avant ça, ben, j'ai fait un bachelor en sciences éco et un bachelor en sciences du sport et puis, ben, pendant les 2 bachelors, chaque fois, j'envisageais quand même d'autres carrières. Alors en sciences économiques, je me suis assez vite rendu compte que c'était pas forcément ma voie, puis que bah, très vite, mes amis aussi, ils se sont rendus compte que pour moi, ça serait impossible de travailler devant un ordinateur et puis
Le problème, c'est qu'en sciences éco, il y a beaucoup quand même beaucoup de carrières qui sont la plupart des carrières, c'est de travailler, devant un ordinateur dans un bureau. Puis du coup, c'est pour ça que j'ai fait après sciences du sport et là, ben, mon but, c'était d'être éventuellement professeur de sport ou de faire un autre travail lié au sport. Donc ça, c'était ce que j'envisageais et puis après la blessure, en fait, j'ai jamais vraiment, envisagé une autre carrière, mais c'est plus la vie qui m'a amené, où je suis maintenant. On va peut-être en parler, plus tard. Justement, pour faire la transition, tu racontais que tu étais parti au Kenya pour, un stage de course à pied. Tu es ensuite revenu pour t'y établir. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le Kenya? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas et est-ce que tu peux nous raconter en quoi ça consiste, en fait, un stage là-bas? En fait, le Kenya, c'est vraiment le pays de la course à pied. Tous les meilleurs coureurs du monde, ben, ils sont soit kenyans, soit éthiopiens, donc c'est vraiment cette région du monde où, c'est pour plusieurs facteurs, mais l'ensemble des facteurs pour lesquels ils sont vraiment très bons, c'est parce qu'ils vivent en altitude. Là, par exemple, où je vis, c'est à 2 400 mètres d'altitude et puis il y a l'émulation du groupe aussi parce qu'il y a des groupes de 100 coureurs, ce qu'on ne trouve pas en Europe. Puis c'est vraiment justement considéré comme un métier et pas comme un simple loisir. Donc ça fait aussi une grosse différence et après il y a voilà le fait que de voir d'autres, compatriotes qui s'en sortent via la course à pied qui ici voilà, ben, la vie est quand même parfois très dure et c'est vraiment un moyen de s'en sortir puis de voir, que certaines personnes y sont arrivées, ben, c'est super motivant pour eux. Donc moi, c'est pour ça que je suis allé au Kenya pour m'entraîner, parce que c'est ici qu'il y a les meilleures conditions du monde et ensuite, ben, j'y suis retourné parce qu'assez vite, en fait, après mon arrivée en 2017, ben, j'ai rencontré, Lavina qui est maintenant ma femme. Après les opérations en 2018, ben, j'ai décidé d'y retourner et puis de vivre là-bas sans trop savoir ce qu'on allait faire. Mais le but, c'était je me suis fait opérer quand même pour pouvoir recommencer à être, coureur professionnel, donc le but, c'était ça et puis finalement, maintenant, on a fait d'autres choses. Et justement, pour enchaîner sur ces autres choses, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association Simba for Kids? Comment est-ce que tu as créé cette association et quelles sont les actions que vous menez? Pendant ma longue période de rééducation, j'avais tout d'un coup beaucoup de temps et puis j'ai eu l'envie d'aider et puis ça a paru comme une évidence, en fait, de créer cette association parce qu'assez vite, j'ai été à la rencontre des écoles parce que, ben, comme je l'ai dit avant, j'étais, professeur de sport, de formation et donc pour moi, j'ai toujours adoré les enfants et tout ça, donc ça m'intéressait beaucoup d'aller voir comment ça fonctionnait ici et en fait, j'ai été choqué, même si ça faisait plus d'un an que je vivais au Kenya, je me rendais pas compte des conditions, dans lesquelles les gens vivent dans les villages, ici et dans les écoles, les infrastructures, et le matériel et tout ça, l'encadrement et donc j'étais vraiment choqué. Je me suis dit: «Il y a moyen de faire quelque chose, c'est pas possible, on peut pas laisser ça les conditions comme ça. On peut vraiment avoir un gros impact en fait, avec des moyens, financiers qui sont peut-être pas, si énormes et donc ben, l'idée elle est venue comme ça. Ensuite, on est aussi allé à la rencontre des familles et puis ça nous a encore plus frappés de voir, certaines personnes qui vivent vraiment dans des maisons en terre, qui dorment à même le sol et tout ça et donc ben, avec des amis et des contacts à Genève, je leur en ai parlé et on a décidé de créer l'association donc de l'enregistrer, en Suisse et puis voilà, ben, on a commencé comme ça et voilà, ça a démarré et puis en fait, maintenant, c'est devenu un truc, assez gros et puis surtout qui nous prend, qui nous on travaille à 100 avec Lavina pour gérer, cette association. Super. Et comment est-ce que tu fais pour, justement vous faire connaître en Suisse ou peut-être au Kenya? Comment est-ce que vous levez des fonds aussi? Au début, on a commencé vraiment avec nos contacts, nos amis d'amis et puis ensuite, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé 2 3 fois par année des présentations à Genève et à Lausanne et puis ça nous a permis de faire connaître un peu plus l'association et aussi, ben, on a créé une page Instagram et Facebook et puis on fait des appels aux dons de temps en temps. Puis on est assez actif sur les réseaux sociaux en mettant presque quotidiennement des informations et donc voilà, maintenant on a une petite communauté qui nous suit, qui soutiennent les projets. Super. Et justement, est-ce qu'il y a un projet en cours? Là, on enregistre cet épisode, mi-juin, mais est-ce que vous avez des actions en cours? Alors là, maintenant, le gros projet, en fait, c'est de créer un centre pour enfants. C'était aussi notre idée de départ, c'est de créer
un centre qui nous permette d'accueillir les enfants pendant les week-ends et les vacances scolaires pour leur donner un peu une éducation extrascolaire, ce qui n'existe pas du tout ici, ce qui n'est pas du tout possible. Et il faut savoir qu'ici, il y a un jour sur deux de l'année où les enfants ne sont pas à l'école. Chez nous, c'est un peu moins, mais si on compte tous les week-ends et les vacances scolaires, ça fait quand même beaucoup de jours où les enfants n'ont pas à l'école. Et ici, c'est encore plus. Et donc, pendant tout ce temps-là, on s'est dit, on peut occuper les enfants, leur faire du sport, des activités sociales, des jeux de société, de la danse, du dessin et plein d'autres trucs. Et c'est ça notre gros but, c'est de construire ce centre. Là, on est en train de construire. Et puis aussi, il y aura des chambres pour accueillir des volontaires, premier étage. Et donc voilà, ça c'est notre gros projet actuellement. Et tu l'évoquais au tout début lors de ta présentation, mais donc tu as bien diversifié tes activités puisque, comme tu le disais, tu t'investis à 100% dans l'association, mais également dans du coaching à distance et dans l'organisation de stages de course à pied au Kenya toujours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment est-ce que tu as mis en place ces autres activités? Oui, alors les coachings à distance, donc ce que je fais, c'est que je coach des amateurs, des sportifs amateurs, mais de bon niveau, qui préparent des marathons ou des semi-marathons ou simplement des trails. Et ça s'est fait un peu naturellement, en fait. J'ai pas vraiment cherché à développer cette activité, mais c'est petit à petit, via les réseaux sociaux, certaines personnes me contactent. Et puis ensuite, je regarde si le profil est intéressant. Ça ne veut pas forcément dire s'ils ont un niveau suffisant parce que je j'ai pas un quota, enfin, je coach pas uniquement les athlètes à partir d'un certain niveau, au contraire. Donc c'est vraiment des gens amateurs. Et puis ça, pour moi, c'est vraiment une passion en fait. Et ça a été idéal parce que ça m'a permis de rester dans la course à pied pendant là, les 2 dernières années où j'ai pas pu courir. Ça m'a permis de vivre la course à pied en fait à travers mes athlètes et les compétitions, la préparation de compétition. Donc j'ai vraiment du plaisir à le faire et je continue à avoir du plaisir à le faire. Et puis financièrement, c'est une aide aussi pour vivre, surtout ici au Kenya où la vie est moins chère. Donc, euh, donc voilà. Et puis les stages, c'est un peu la même chose. C'est que j'ai, en vivant ici au Kenya, j'ai eu assez vite l'envie de. Enfin, moi, je suis émerveillé ici, je trouve ça génial. Puis du coup, ben, j'ai voulu pouvoir partager l'expérience avec des gens, pouvoir faire vivre cette expérience à d'autres gens. Et donc, j'en ai parlé à mon ami Laurent Paonessa qui dirige New Concept Sport à Carouge. C'est un magasin de chaussures de running. Et puis lui, il avait organisé quelques stages au Maroc, en Éthiopie. Je me suis dit, ça pourrait l'intéresser de co-organiser ce stage avec moi. Et en fait, suite à une discussion autour d'un café, il était hyper emballé. Et puis, on a organisé notre premier stage, c'était en février 2020, donc juste avant le corona. Heureusement. Heureusement, on a eu de la chance. Et tu évoquais tout à l'heure une potentielle reprise de la course à pied et je me rappelle quand on s'est parlé, il y a quelque temps, tu me disais que tu le voyais moins comme une pression et plus comme un rêve maintenant vu que tu n'as pas le poids de ta notoriété et l'enchaînement des courses. Est-ce que tu l'envisages quand même à moyen terme ou c'est très difficile de se remettre à niveau après une blessure comme la tienne? Je pense que c'est possible de se remettre à niveau, mais maintenant, il y aura plusieurs paramètres, mais le principal, c'est l'envie. Et là, je crois que moi, je commence à retrouver l'envie qui était un peu passée pendant un moment, mais là, ça revient. Et puis après, ça va être maintenant un choix en fait entre m'investir de nouveau à fond, parce que comme tout, en fait, si on ne s'investit pas à fond dans quelque chose, on n'y arrive pas, enfin, on peut pas vraiment le faire bien ou très bien. Et du coup, ça va être le choix. Est-ce que je décide de me réinvestir à fond dedans ou pas, ou simplement pour le plaisir? Ça, je sais pas encore. Honnêtement, c'est assez flou. Mais la porte est quand même ouverte à peut-être tout d'un coup me réentraîner à fond. Puis peut-être que ça va venir naturellement. En fait, je vais avoir envie de repousser de nouveau mes limites. Et est-ce que tu dirais que le Kenya et tes autres activités, notamment ton investissement dans l'association, ont peut-être changé un peu ta perspective quant à cette potentielle reprise? Oui, franchement, le développement de l'association, c'est quand même une grosse surprise parce qu'on a commencé en avril 2019 et quand on a commencé, c'était avec l'envie d'aider et puis de faire quelques projets sur place, mais on n'imaginait jamais qu'un an plus tard, ça nous prenne tout notre temps à Lavina et moi, parfois presque trop de temps. On doit mettre un peu des limites parce que
on commençait à enfin moi j'ai toujours ce caractère de me plonger tellement dans les choses que des fois j'oublie, de souffler. Mais, et puis ça, on n'imaginait vraiment pas en fait il y a 1 an. C'est super cool quoi, mais, maintenant il faut qu'on voit justement, est-ce qu'on a envie de développer encore plus l'association et de devenir une plus grande ONG, ou est-ce qu'on a envie de rester plus petit avec des actions, peut-être, périodiques comme ça, à des moments de l'année. Mais pour le moment, je pense qu'on a envie de faire, plutôt la première option, donc c'est-à-dire développer vraiment l'association et puis faire d'aider le plus possible d'enfants ici parce que, ben, il y a vraiment de quoi faire, donc ça donne envie. Bon, la question suivante, je voulais te demander si tu avais des futurs projets. On en a déjà parlé un peu, pour l'association. Je ne sais pas si tu en as d'autres? Non, je dirais que les futurs projets, ouais, c'est continuer de développer l'association et puis, aussi de développer, en fait, le lien entre les volontaires et les enfants ici, de développer de développer ces voyages volontaires de bénévoles, et aussi, ben, justement les voyages, de vacances, course à pied avec les gens qui aiment bien ça, qui aiment bien voyager, qui aiment bien courir. Donc ça, c'est le gros projet. Puis après au niveau personnel, ben, pas tout de suite, mais dans quelques années, j'espère qu'on arrivera à fonder une belle famille. Je le souhaite aussi, c'est un beau projet. Du coup, vu qu'on arrive à la fin de cet épisode, si tu avais, pu te donner un conseil il y a quelques années en arrière, ce serait quoi? Si j'avais pu me donner un conseil il y a quelques années en arrière, ça aurait été de moins avoir ces angoisses, parce que j'ai eu quelques périodes un peu angoissantes dans ma vie, heu, où j'avais pas toujours confiance en moi et puis justement maintenant après coup, je me dis il faut vraiment avoir confiance en soi, confiance en la vie aussi surtout, et puis que, parfois il y a des moments un peu plus difficiles, mais qu'il faut pas se stresser. Et puis je pense que maintenant, en fait, en ayant vécu au Kenya depuis quelques années maintenant, j'ai appris aussi à plus parfois vivre au jour le jour et moins faire trop de projets long terme, et je pense que c'est peut-être le conseil que je me donnerais, de moins m'angoisser et puis de plus, faire confiance en la vie, en fait. D'un côté, je pense que je changerais rien parce que, bah, chaque étape que j'ai vécue, elle a été belle et enrichissante. Et puis si j'avais changé une petite chose, ben, peut-être que je serais pas ici aujourd'hui. Mais franchement, aujourd'hui, je suis hyper épanoui et heureux, donc je me dis heureusement que ça s'est passé comme ça. Excellent, merci beaucoup. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci, Julien, pour ta participation. Vous pouvez retrouver Julien sur Instagram, ainsi que l'association Simba for Kids via Facebook et le site simbaforkids.ch. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.